Ici, on embarquait pour une émission exceptionnelle. Bonjour à tous, préparez vos bagages, on vous emmène sur le canal du Midi. Un voyage au fil de l'eau, un voyage dans l'histoire aussi. Le canal construit par Pierre-Paul Riquet fête ses 350 ans, Fabrice. Oui, Anne-Sophie, admirez l'eau verte du canal du Midi comme le chantait si bien Nougaro. Nous sommes ici au port Saint-Sauveur, au cœur de Toulouse. Alors on vous emmène pour un long voyage de 240 km jusqu'à l'étang de Thau, de Louis XIV au Plaisancier. Voilà ce qui vous attend dans cette émission. Le canal du Midi. Ce fut le plus grand chantier du monde au XVIIe siècle. C'est aujourd'hui un site touristique exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous allons vous raconter la grande histoire du canal, comment il a été construit sur ordre de Louis XIV, quelles prouesses techniques ont dû être accomplies pour acheminer l'eau. Nous allons aussi vous raconter la petite histoire du canal, à travers ceux qui y vivent, ceux qui y travaillent, comme les éclusiers, et ceux qui transmettent leur passion pour ce canal, comme cette libraire du Sommail ou cet instituteur de Port-Iragne. De Toulouse à la Méditerranée, nous ferons de nombreuses escales pour vous faire découvrir les plus beaux ouvrages d'art et les plus beaux villages traversés par ce canal du Midi qui était autrefois l'un des symboles de la grandeur de la France. Canal du Midi, la voie royale. Allez, vous êtes prêts? On embarque. Anne-Sophie, on commence notre long voyage sur le canal du Midi. On est à Port-Sud et on va naviguer à bord d'une péniche qui date de 1903. Elle s'appelle Johanna. Elle servait au transport de céréales entre la France, la Hollande et la Belgique. Mais on va d'abord s'intéresser à ceux qui vivent toute l'année sur le canal du Midi. Oui, direction Capestan dans l'Hérault pour rencontrer une famille qui a vraiment le canal dans le sang. Rencontre signée Delphine Gérard et Virginie Beaulieu qui vont nous accompagner avec leur reportage tout au long de cette émission. Situé sur un bief, portion sans écluse de 53 km de long, Capestan est aujourd'hui un port très apprécié des touristes, qui sont de plus en plus nombreux à y faire une halte. Halte prolongée pour certains. Avec 2 lits séparés. Ah, il y a 3 chambres, d'accord. Andrea travaille à la capitainerie qui fait aussi office de tourisme. Arrivée ici il y a 3 ans, elle a choisi d'habiter à quelques mètres de son lieu de travail. Depuis l'âge de 6 ans, je vis sur un bateau. J'ai eu mon père qui a voulu acheter un bateau moteur quand on vivait aux Antilles. Après, il a voulu acheter un voilier. On a navigué pendant 5 ans sur le voilier. À mes 19 ans, 20 ans, je me suis dit, il faut que j'ai mon bateau. Donc, j'ai acheté celui-ci. Voilà. La vie sur l'eau, une histoire de famille. Dans la péniche voisine habite Hélène, sa maman. Son père et moi, on en est très, très, très fiers. Parce que c'est atypique, c'est une façon de vivre qui est complètement différente que des gens qui habitent les maisons. C'est... Hein? Fais un petit café? Oui. Ce mode de vie a aussi séduit Géry, son compagnon, qui vit avec elle dans ce bateau de 40 mètres carrés. Si on veut bouger tous les deux, on lâche les amarres et puis on part même une demi-heure plus loin. Et on a l'impression d'être à la campagne, en dehors de chez soi, mais quand même avec le confort de chez soi. C'est la liberté. Comme eux, une dizaine de bateaux sont amarrés ici à l'année. Selon leur taille, ils paient entre 1 500 et 4 500 € par an, eau et électricité comprises. Bien qu'il accueille 6 000 plaisanciers chaque année, le port ne pourrait se passer de ses résidents annuels. On vise l'équilibre économique, effectivement. On est aussi donc obligé d'avoir des contrats à l'année pour rentabiliser quelque part le port. Et puis c'est aussi quand même une vie sur le port. Ça contribue à l'animation du port et au vivre ensemble. Vous avez repeint le dessus, non? Ah oui. Oui, déjà. Je savais bien, il me semblait qu'il était complet. Ces nouveaux voisins viennent de s'installer sur le port. L'occasion de faire connaissance. Moi j'ai un souci, moi je peux t'aider parce que j'ai eu le même problème et puis voilà, et puis on en discute autour d'un café et puis c'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on devrait retrouver, je pense, un petit peu partout en fait.
Convivialité, économie, liberté, chaque année ils sont quelques-uns à se laisser convaincre par une vie sur l'eau. Alors on vient de quitter Port-Sud, on rejoint Seppe qui est à la barre. On est sur sa péniche, ça a l'air facile de naviguer sur le canal du Midi. C'est tranquille? Ouais, c'est tranquille, ça dépend de la période. Dans l'hiver, il n'y a pas beaucoup de navigation, ça va. Dans l'été, il y a des parties où c'est quand même beaucoup de bateaux. Vous êtes d'origine belge Ouais. et vous êtes tombé amoureux du canal il y a quelques années. Ouais, c'est déjà 10 ans qu'on voyage avec le bateau, mais pas seulement en France, mais c'est un peu le beau temps qui a nous attiré de venir jusqu'à ici. Et voilà, le canal Midi, c'est sympa quand même. C'est pas un canal comme en Hollande, les canaux ils sont souvent droits. Et ici, il y a beaucoup de virages, c'est joli avec les arbres à côté, c'est sympa, ouais. Il y a plus de variété. Ouais. Alors on va retrouver Anne-Sophie avec un autre riverain du canal, Xavier Morin. Il est ingénieur chez Airbus et il vit sur une péniche depuis 10 ans. Bonjour Xavier Morin. Bonjour. C'est la péniche de votre copain Sepp. Tout le monde se connaît ici sur le canal. C'est ça, une grande famille, comme un village qui se déplace. On se voit, on échange beaucoup et on aime passer du temps ensemble, et surtout en naviguant. Et vous, votre péniche, elle est au pont des Demoiselles à Toulouse. C'est ça, moi je me déplace régulièrement en fonction de mes besoins. Si je dois amener ma fille au collège ou si j'ai besoin d'un peu plus de calme, je viens plus vers Ramonville. C'est une sorte d'appartement flottant. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières quand on vit sur une péniche? Il y a beaucoup de contraintes, mais je crois que ça s'équilibre très bien avec tout le plaisir que j'ai d'être sur l'eau. Il y a des contraintes parce qu'il faut être autonome en énergie, en eau. Donc on est toujours en train de se demander est-ce qu'on va avoir assez d'électricité, est-ce qu'on peut mettre les bières au frais ou pas. Mais en même temps, c'est beaucoup de liberté pour pouvoir profiter d'un endroit différent, de changer le quotidien. Oui, ça veut dire qu'on peut changer de paysage quand on en a marre de voir certains platanes ou certains voisins même, parce que j'imagine que la cohabitation n'est pas toujours facile non plus sur le canal. Voilà. Alors je choisis mes voisins. Je suis toujours content de retrouver aussi, donc de retrouver mes amis. Je reste 2-3 semaines à un endroit, je repars un peu plus loin et on se retrouve comme si j'étais parti en voyage, donc on se raconte ce qui s'est passé. On a toujours des petits problèmes techniques aussi à discuter parce que c'est des problèmes qu'on n'a pas dans une maison en fait. On est seul à avoir des gros bateaux à entretenir avec un moteur, avec des pompes, avec problème de chauffage aussi. Il faut s'y connaître un petit peu, on ne peut pas s'improviser marinier comme ça du jour au lendemain. Alors ça reste assez technique, oui, mais il y a beaucoup de solidarité, donc on se donne aussi des coups de main. C'est aussi ça qui est sympa, c'est d'être ensemble. Alors vous, c'était un rêve de gosse de vivre sur l'eau, pas forcément sur le canal du Midi, c'est un peu le hasard de la vie? Complètement. Moi, j'ai fait beaucoup de voile. Et puis, petit à petit, la vie m'a amené à ça, à acheter un bateau, parce que c'était le meilleur moyen d'habiter au bord de l'eau, finalement. Et ça fait maintenant 10 ans que j'y suis. Et j'en ai rêvé d'acheter un bateau. J'ai cherché un bateau en France. Finalement, j'ai trouvé en Hollande. Et maintenant, j'ai l'impression de vivre dans mon rêve. Voilà, c'est vraiment ça, ça fait 10 ans. Chaque saison est différente et on repart vers d'autres aventures à chaque fois. Ce rêve-là, il a un coût, j'imagine, un coût. Est-ce que ça coûte cher de vivre sur une péniche? Ça dépend qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on sait faire avec ses mains, quel réseau on a autour de nous qui peut nous aider ou pas. C'est une vie simple mais riche par tout ce qu'elle apporte. Ça a un coût qui n'est pas très important finalement. Juste une dernière question pratique. Elle est où votre boîte aux lettres? Ah, alors ça, elle est restée sur la berge. Elle bouge pas parce que sinon on ne me retrouve pas puisque je suis toujours à des endroits différents. Et elle est ici à Ramonville, à côté du chemin de halage. Bon, merci beaucoup Xavier Morin de nous avoir fait partager un petit bout de votre vie de marinier sur le canal. Avec plaisir, merci.
venons de franchir l'écluse de Castanet. Nous arrivons devant celle de Vic, la deuxième des 63 écluses que compte le canal du Midi. On va maintenant parler de l'histoire et notamment d'un personnage, Pierre-Paul Riquet, ce biterrois qui a conçu, imaginé le canal du Midi dans son château de Bon Repos. Regardez ce reportage. Une fois par mois, les jardins du château de Bon Repos Riquet s'animent. Depuis 9 ans, l'association des bénévoles tente de faire revivre ce lieu chargé d'histoire. 140 paires de mains, tout aussi motivés que passionnés. À 81 ans, Guy est l'un des plus âgés. C'est plaisant parce que bon, on rencontre des amis, on a tous les amis, les uns l'autre, on discute, bon, voilà, c'est ça. Moi qui suis dans la construction, ça m'a toujours intéressé le canal du Midi. L'idée d'associer la rénovation d'un château, la rénovation du patrimoine. Le domaine s'est doucement laissé grignoter par le temps. Le remettre en état est une tâche immense. Tous les ans, on a reconquis des espaces, mais il faut les entretenir, il ne faut pas les oublier. Donc on a une course un peu difficile à maîtriser, mais la passion des gens, l'engagement des gens, l'intérêt pour ce site fait qu'on y arrive. Les bénévoles animent aussi le lieu. Aujourd'hui, c'est Marie qui guide la visite. Ce château Pierre-Paul Riquet l'acquiert en 1652, notamment pour cet espace en contrebas. Il voit 2 ruisseaux. Il va l'aménager en bassin d'essai. Et dessous, on en voit un petit peu la trace, vous avez une rigole censée alimenter un deuxième bassin qui n'est autre qu'une portion du futur canal du Midi. Ce modèle hydraulique prouve la faisabilité du projet. En 1662, Riquet écrit à Colbert. Le projet est accepté par Louis XIV et les travaux débutent 5 ans plus tard. Une œuvre que Riquet ne verra jamais achevée. Il meurt 6 mois avant la fin de la construction. Ouais, un projet fou. Seulement évidemment avec l'argent. Oui, mais enfin quand même, il y a une volonté extraordinaire. Mais une volonté. Oui, puis des années de travail, parce que finalement, il n'en a pas profité. La mairie a racheté le domaine en 2007. Sa restauration complète coûterait 22 millions d'euros, une somme colossale que la commune de 270 habitants ne peut supporter seule malgré les aides publiques. Elle réfléchit donc à un partenariat public-privé. Trouver des investisseurs privés qui nous aident à continuer à restaurer le site. Pour en faire, alors il y a plein d'idées, hein, on pourrait en faire pourquoi pas un hôtel, pourquoi pas avec un restaurant, et arriver à concilier en même temps les visites touristiques et son fonctionnement économique. Avec une ambition digne de celle de Riquet, en faire l'un des sites les plus visités de la région. Nous sommes toujours sur la péniche de Cèpes et on continue à descendre bien sûr le canal du Midi. On va retrouver tout de suite Fabrice en compagnie du géographe Robert Marconis pour évoquer cet ouvrage exceptionnel. Bonjour Robert Marconis. Bonjour. On va parler ensemble des personnages clés de ce canal du Midi, à commencer par Louis XIV. C'est le roi Soleil qui en 1666 ordonne la création du canal. Pour quelles raisons stratégiques ? Pour joindre les 2 mers, comme il disait dans l'édit royal, donc les mers Océane et Méditerranée. En fait, le but, c'était de relier la Méditerranée à la Garonne à Toulouse, de façon ensuite, par la Garonne, à atteindre l'Atlantique, ce qui évitait de passer par Gibraltar, donc ce qui donnait à la France, pour sa marine, une indépendance pour aller entre les 2 mers. Deuxième personnage important, son ministre des Finances, Colbert, c'est lui qui va s'assurer de la faisabilité du canal. Oui, bien et de sûr. son coût. Bien sûr. Après des missions d'inspection, une étude du chevalier de Clerville en particulier, qui permet de voir si cette opération est faisable et surtout quel est l'intérêt économique, puisque la préoccupation de Colbert, c'était le développement économique du pays, en levant les obstacles aux échanges entre régions et en ouvrant la France vers des horizons plus lointains avec la création du port de Sète, par exemple. Troisième personnage clé, bien sûr, Pierre-Paul Riquet, le fondateur du canal. Au départ, c'était un personnage qui recueillait la gabelle, l'impôt
Oui, c'était le fermier des Gabelles du Languedoc. Donc il manipulait d'énormes sommes d'argent qu'il transmettait ensuite au roi. Voilà, donc il connaissait du fait de ses fonctions très bien la région qu'il avait parcourue à cheval, un petit peu dans toutes ses dimensions. Donc c'est lui le créateur du canal. Il a recruté des ouvriers, jusqu'à 12 000 ouvriers, pour creuser le canal jusqu'à Sète. Oui, ça suppose une main-d'œuvre extrêmement importante quand on pense que l'ouvrage a été creusé en 14 ans, avec les moyens de l'époque, des pelles, des pioches. Donc c'est un temps record. Ah oui, absolument, par rapport aux moyens de l'époque et surtout par rapport aux délais qui sont les nôtres aujourd'hui, avec des moyens beaucoup plus efficaces. Dernier personnage clé, Vauban, puisque Vauban, il a permis de consolider le canal et de le renforcer, parce qu'au début, il ne marchait pas très bien. C'est-à-dire que le canal avait été réalisé dans les délais, mais que se posaient un certain nombre de problèmes, en particulier quand le canal rencontrait de petites rivières qui se déversaient dans son lit et qui amenaient, donc, outre leurs eaux, les alluvions, dont le canal était menacé d'envasement ou d'ensablement, et dont le gros travail d'inspection de Vauban a permis d'éviter ce mélange entre les eaux des rivières et les eaux du canal, en faisant passer les rivières le plus souvent sous le canal, par ce qu'on appelle des aqueducs. Alors voilà pour l'aspect historique. On va maintenant parler de la prouesse technologique, puisque ce canal, à l'époque, c'était vraiment une prouesse technologique. Comment capter les eaux et les amener jusqu'au canal, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce reportage, signé Laurent Baumel et Enrique Garibaldi. Nous sommes à 684 mètres d'altitude au cœur de la montagne Noire. Nous sommes surtout à l'origine du canal du Midi. C'est ici, à la prise d'Alzot, à cheval sur 2 départements, l'Aude et le Tarn, que Pierre-Paul Riquet est venu chercher cette eau si précieuse pour alimenter le canal entre Toulouse et la Méditerranée. Réalisant qu'il ne pouvait aller chercher l'eau dans les Pyrénées, l'architecte oriente ses recherches sur la montagne Noire qu'il connaît par cœur. Il commence par barrer la rivière Alzot par un mur de pierre, puis par un ingénieux système de rigoles creusées dans la montagne, il détourne et capte l'eau des petits torrents de ce bassin versant méditerranéen. Il est allé chercher sur le versant audois des rivières, enfin des petites rivières, ruisseaux, et il les a associés par la rigole de la montagne. Ça permettait de soutenir le bassin de Saint-Ferréol et de faire vivre avec un peu plus de cohérence le canal du Midi. L'eau de ces ruisseaux ainsi captée va alimenter plusieurs bassins situés côté Atlantique. Nous retrouvons Pierre-Jean Meurice, admirateur de l'œuvre de Riquet, et Didier Bartas, technicien des voies navigables de France sur la digue du barrage de Sainte-Ferréol. Construit et conçu par Riquet, le plus grand barrage du monde de l'époque qui avait une capacité égale à celle du canal du Midi, sera terminé par Vauban. Didier Bartas nous ouvre la porte de l'une des 2 galeries qui permet le passage de l'eau pour l'alimentation du canal. Au bout de celle-ci, 3 robinets. Un système de vidange qui a fonctionné pendant près de 300 ans jusqu'en 1994, date à laquelle les robinets ont été remplacés par 2 nouvelles vannes. Alors ça c'est la vanne NLS, c'est elle qui a remplacé on va dire les robinets. C'est le dernier organe de gestion hydraulique qui nous permet d'alimenter le canal. 7 ans après la mort de Riquet, Vauban termine l'œuvre colossale de l'architecte biterrois en perçant la montagne pour augmenter la capacité du barrage. Mais si le canal du Midi est avant tout une histoire d'eau, elle reste surtout une histoire d'homme. Et il en aura fallu du talent à Pierre-Paul Riquet pour convaincre cet homme, Jean-Baptiste Colbert, le grand argentier du royaume et de Louis XIV. Vous allez comprendre pourquoi. L'eau restera la grande réussite de Riquet dans cette aventure. En 4 mois, il convainc Colbert et Louis XIV de la pertinence de ses recherches hydrauliques dans la montagne Noire. Entre juillet et octobre 1665, Riquet a fait réaliser une toute petite rigole pour faire la démonstration que l'eau pouvait couler. Et quand effectivement le roi a su que l'eau avait coulé à Naurouz, c'est là qu'il s'est décidé et qu'il a autorisé la construction du canal 1 an plus tard, donc en 1665. Donc ça fait 350 ans cette année. Le barrage de Sainte-Ferréol est la clé de voûte du canal du Midi.
un édifice si important que le président américain Thomas Jefferson visitera lors d'un séjour en France pour s'en inspirer. Depuis 1785, les États-Unis souhaitaient aménager leur territoire et faire en sorte que de l'eau puisse être amenée du lac Erie jusqu'à New York. Et ce défi était sur les tablettes depuis longtemps et Jefferson, en faisant un parcours de 4000 km en France, s'est dit « je suis architecte, il faut que je comprenne pour savoir si c'est possible ». C'est ici, dans la plaine au seuil de Naurouz, à 190 mètres d'altitude, entre l'Atlantique et la Méditerranée, que le destin des eaux de la Montagne Noire se sépare pour rejoindre le canal du Midi. Nous sommes toujours avec Robert Marconis, géographe. Nous sommes cette fois au seuil de Naurouz, à 190 mètres d'altitude, dans le Lauragais. C'est le point culminant du canal du Midi. Et ça, Robert Marconis, c'est la clé du canal. Ah oui, parce que c'est au point culminant qu'il fallait apporter l'eau nécessaire au canal, soit pour aller vers l'Atlantique, soit vers la Méditerranée. Parce qu'ici, avant, il faut bien se rendre compte qu'il n'y avait pas d'eau du tout. Absolument pas. Arrêtons-nous 2 secondes sur le bassin de Saint-Ferréol, parce qu'il a été construit il y a 350 ans et il fonctionne encore aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ah oui, il y a une digue de 32 mètres et un réservoir que les concepteurs avaient prévu de pouvoir vidanger en récupérant les poissons. Bon, c'était des écologistes avant l'heure et tout cela force l'admiration des spécialistes aujourd'hui. Il faut bien se rendre compte que c'est une prouesse technologique parce que le canal, même les Romains à l'époque en rêvaient et c'est Riquet qui l'a fait. Oui. Tout le monde imaginait bien qu'il fallait joindre l'Aude et la Garonne. Tout le problème, c'était d'alimenter au point culminant, au seuil de Naurouz. À un moment, certains avaient pensé détourner l'Ariège pour faire arriver l'Ariège au seuil de Naurouz, mais l'Ariège coule beaucoup plus bas dans la plaine, donc il fallait remonter les eaux et c'était impossible. Et donc c'est ici que se déroule le partage des eaux. De ce côté, Toulouse, puis Bordeaux et l'océan. Oui. Et de l'autre côté, Béziers et Sète, la Méditerranée. La Méditerranée, voilà. Donc c'est la double pente qui commence ici, une pente vers la Garonne. Donc on passe de 190 mètres à 132 mètres à peu près à Toulouse. Et Méditerranée, il faut compenser la dénivellation de 190 à 0, puisqu'on est à 0 à l'étang de Thau. Allez, on va aller voir le partage des eaux. On est donc ici au partage des eaux au seuil de Naurouz, symbolisé par cette plaque. Alors il y a eu 328 ouvrages d'art construits sur le canal, 63 écluses, 126 ponts, 55 aqueducs, 7 ponts canaux, 6 barrages, un épanchoir, un tunnel. Je m'arrête là, c'était un peu quand même le symbole de la grandeur de la France et de son développement à l'époque. Oui, la merveille de l'Europe, comme on disait, tout simplement. La puissance de Riquet, le génie pour concevoir cet ouvrage sur 240 km. Mais une vision régionale. Qui a vraiment profité du canal? Qui s'est enrichi grâce au canal? Alors on dit que Riquet est mort ruiné, puisqu'il a mis une partie de sa fortune dans le financement de l'ouvrage, mais le roi lui avait donné en fief le canal et ses abords. Donc les héritiers se sont ensuite fortement enrichis tout au long du XVIIIe siècle. Et tout comme les bourgeois de Toulouse? Absolument, parce que si le canal a bien fonctionné, c'est que le blé des pays toulousains, qui était en excédent autour de Toulouse, a pu s'exporter vers les régions déficitaires du Bas-Languedoc, de la Provence et de la Catalogne. Et au lieu de partir avec des convois de mulets, on partait avec des barques chargées de 50, 60 tonnes. Et donc la machine à blé a assuré la prospérité de l'économie toulousaine. Et à la remonte, les bourgeois du Languedoc, du Bas-Languedoc, ont abandonné la culture du blé, ce qui faisait susciter quelques inquiétudes de la part de l'intendant pour cultiver la vigne, et donc c'est le vin qui, à la remonte, équilibrait le trafic. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que c'est grâce au canal du Midi que la vigne du Languedoc a pu se développer. Oui, absolument. Un marché nouveau s'est ouvert à la vigne du Bas-Languedoc et la carte de la vigne au XVIIIe siècle, l'époque de la prospérité du canal, suit très exactement le canal du Midi. Et le canal du Midi s'est développé notamment au XVIIIe, au XIXe, et puis après il y a eu la concurrence du rail et ça a décliné.
Oui, absolument, c'est-à-dire du rail. Les choses avaient commencé à se gâter au moment de la Révolution française, puisque les exportations de blé ne se faisaient plus, concurrencées ensuite par des importations venant par Marseille. Alors d'ailleurs, c'est en 1789 que le canal a changé de nom. Et oui. Au moment de la Révolution. Et oui, puisque la province du Languedoc a disparu et que le canal royal de Languedoc s'est vu attribuer le nom de canal du Midi. Merci Robert Marconis pour toutes ces explications passionnantes. Merci à vous. On vient de parler de l'histoire du canal, mais quel sera son avenir? Alors vous le savez, depuis 10 ans, il doit faire face à un véritable fléau, le chancre coloré. C'est un champignon qui touche les milliers de platanes qui bordent ces berges et dessine le paysage. Le département de l'Aude est particulièrement touché, il faut replanter de nouvelles essences et c'est un énorme chantier. À quelques pas de l'écluse de Bram, ces arbustes ont remplacé les platanes, de jeunes tilleuls à grandes feuilles. Avant de profiter de leur ombrage, il va encore falloir attendre quelques années. En 2006, les premiers platanes sont abattus à 30 km d'ici sur les berges de Ville-du-Ber. Le chancre coloré n'a depuis cessé sa progression. Entre arrachage et replantation, la campagne doit coûter 200 millions d'euros sur 20 ans. Pour la financer, VNF sollicite les particuliers avec des appels aux dons, ainsi que les collectivités. Nous sommes à une soixantaine de kilomètres du canal, à Nébias, au pied des Pyrénées, où se cache l'une des dernières pépinières de conseil départemental en France. Là, c'est des boutures qui ont été faites il y a quelques mois, pendant l'hiver, et qui vont être gardées sur cette parcelle pendant 1 an. Ça va faire après des plantes qui vont avoir à peu près 2 mètres de haut. Vous avez après ici les boutures 1 an après, donc qui font 2 mètres. Grâce à une convention passée avec VNF, le département de l'Aude s'est engagé à fournir 24 000 plants pour le canal. Ces peupliers blancs font partie des espèces retenues pour remplacer les platanes. Pour éviter d'avoir le même matériel génétique sur tous les plants, j'ai été récupéré dans divers endroits de l'Aude, des boutures, pour avoir un peu de variabilité génétique. Pendant 4 ans, de nombreuses essences, même exotiques, ont été testées ici. Finalement, ce sont 5 espèces locales qui ont été choisies. Alors c'est un peuplier qui peut faire 20 mètres de haut et qui est surtout hyper adapté au climat méditerranéen, qui est très résistant au vent et aux fortes chaleurs. Après 3 ans de croissance, 600 peupliers blancs devraient sortir d'ici cette année. Il faudra en revanche attendre 7 ans pour replanter ces chênes chevelus, eux aussi destinés au canal. Cette opération de grande ampleur est un investissement sur l'avenir pour le conseil départemental. Plutôt que de mettre une subvention, eh bien, ça nous permet de valoriser une action du département par le biais des pépinières départementales. En plus, ces plants, ils sont rachetés par VNF, donc financièrement, nous y étions gagnants. Et puis, symboliquement, ça permet aussi de faire des démarches un petit peu pédagogiques. Garder la valeur paysagère et touristique du site. L'enjeu, c'est aussi la conservation du classement du canal au patrimoine mondial de l'UNESCO. On poursuit notre voyage le long du canal du Midi. Nous sommes à présent sur la commune de Laredorte, en pays minervois, devant l'épanchoir de l'Argent-Double, un ouvrage majestueux en pierre de taille, signé Vauban, qui permet d'évacuer l'eau en cas de trop-plein. On va retrouver tout de suite Anne-Sophie et son invité Jacques Noisette des Voies navigables de France. Bonjour Jacques Noisette. Oui, bonjour. VNF gère plus de 7000 km de cours d'eau en France, oui, dont le canal du Midi. Vous qui le connaissez par cœur, qu'est-ce qu'il a de si particulier? Écoutez, je crois que le canal du Midi, c'est un ouvrage effectivement très spécifique. C'est à la fois un ouvrage de navigation, c'est en même temps un joyau patrimonial dont on a hérité du XVIIe siècle. Et puis, c'est aujourd'hui une destination phare en matière de tourisme fluvial. Oui, c'est un vrai petit bijou. On en parle depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est pas devenu aussi un cadeau empoisonné depuis cette histoire de chancre coloré? Pas tant le canal. Le canal, c'est plusieurs éléments. C'est à la fois l'eau, c'est le patrimoine. Et il est bordé d'arbres. Ces arbres sont des êtres vivants,
hein, qui naissent, qui vivent, qui meurent. Et ceux qu'on connaît aujourd'hui n'ont pas été plantés à l'origine du canal, mais comme tout être vivant, eh bien, ils ont des maladies. Et aujourd'hui, on vit malheureusement la maladie du chancre coloré qui nous impose de lutter contre. Jacques Noisette, on est maintenant sur le pont canal près de la Redorte. On marche presque sur l'eau. 14 000 arbres ont déjà été coupés. Par quoi ils vont être remplacés? L'objectif de VNF et de l'État, c'est à la fois de reconstituer le patrimoine arboré du canal et en même temps de varier les essences. Donc il y a un certain nombre d'essences, il y a 7 essences au total. Alors, il y a du chêne chevelu, il y a du peuplier, du micocoulier, il y a du chêne à feuilles de châtaignier, il y a du pin d'Alep. Et donc, suivant les variétés et suivant les paysages qui sont traversés par le canal, on replante par grandes sections tout au long du linéaire. Mais ça va prendre du temps et ça va coûter cher? Oui, ça prend du temps parce qu'on est sur des arbres. Alors on ne remplace pas un arbre centenaire comme ça du jour au lendemain. On est sur du matériau vivant, on est sur de l'arbre. Et le prix, c'est 200 millions d'euros, à la fois sur les abattages, mais aussi la partie replantation et restauration des berges. Et tout cet argent que vous allez mettre dans les arbres, c'est autant d'argent qui ne va pas aller dans les ouvrages. Donc vous allez un peu sacrifier le canal. Non, pas forcément. VNF a un budget global. Donc c'est vrai que les arbres, c'est un budget très important. VNF est national, hein, donc on est sur des budgets nationaux. On continue à entretenir le canal. Mais c'est vrai que les plantations, les 200 millions d'euros dont VNF a déjà financé 30 millions, c'est une des opérations lourdes et fortes budgétairement de l'établissement public. Et ces histoires de vaccins, on en est où? Alors, ce n'est pas spécifiquement un vaccin. Effectivement, la particularité de la maladie, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre traitement que de couper, d'abattre et replanter. Pour autant, il y a des expérimentations qui sont tentées. Et aujourd'hui, il y en a une qui est en cours, dont on aura les résultats dans 3 ans, qui consiste à inoculer un produit dans des arbres sains. Et ça va être testé secrètement, mais pour l'instant, vous ne voulez pas dire où. Est-ce que ce chancre coloré a eu pour conséquence de faire baisser la fréquentation sur le canal? Écoutez, VNF suit régulièrement les statistiques de passage de bateaux. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas constaté de baisse de fréquentation due à la maladie. Il y a d'autres causes, comme les crises économiques ou autres, mais pas spécifiquement sur la maladie. Et est-ce que vous êtes inquiet pour garder le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO? Alors, comme tout établissement qui gère un site classé à l'UNESCO, nous rendons des comptes à l'UNESCO. Et aujourd'hui, la maladie n'est pas une menace sur le classement du canal au patrimoine de l'humanité. Alors justement, merci Jacques Noisette, on va parler de ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO avec Fabrice et son invité qu'on va retrouver un peu plus bas sur le canal du côté du Somail. Bonjour Philippe Mercier. Bonjour. Vous êtes le monsieur UNESCO dans la région. On est ici au Somail, dans l'Aude. C'est un haut lieu du canal du Midi, un endroit incontournable. L'UNESCO n'est pas insensible à ce genre de hameau, à ce patrimoine. Effectivement, ici nous sommes dans un site qui a la particularité d'avoir conservé son caractère patrimonial avec un environnement qui est paysager, qui est également de grande qualité et qui a un caractère effectivement très attrayant pour le tourisme. La preuve avec ce bateau qui passe à l'instant. Puisque c'est historiquement une halte ici, un lieu de nuitée où on faisait déjà étape lorsque le canal avait une fonction commerciale industrielle pour faire des étapes relais vers Toulouse. Alors aujourd'hui le canal a une fonction surtout touristique, on le voit bien ici. Le canal est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 20 ans. Il y a eu un rapport qui est paru il y a une dizaine d'années qui disait que le canal était mal entretenu et que les travaux aux abords dénaturaient l'ouvrage. Effectivement, dans les zones urbaines qui ont tendance à se développer à proximité du canal, la maîtrise du développement des zones commerciales en particulier ou de l'urbanisation est un sujet qui peut faire une réelle difficulté, qui peut être une menace pour la conservation de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Donc là, vous, en tant que monsieur UNESCO, qu'est-ce que vous préconisez? Il y a urgence, il faut réagir, il faut que les collectivités locales, les élus, tout le monde se mette autour de la table pour entretenir et préserver ce formidable patrimoine qu'est le canal du Midi?
Et oui, c'est l'intérêt d'une gouvernance qui est à construire pour ce bien qui a été inscrit avant les années 2000. Hein, ça fait partie des biens français qui n'avaient pas de gouvernance au départ. Une gouvernance pour élaborer entre l'État, les collectivités territoriales, les acteurs qui vivent autour du canal, un plan de gestion qui permettra de sauvegarder le paysage et de limiter, en tout cas de construire intelligemment des projets pour limiter la dégradation du paysage, voire même le restaurer lorsqu'il a été dégradé. Alors, vous avez rencontré la sous-préfète qui vient d'être nommée, hein, justement pour prendre en main cette gouvernance. Vous lui avez dit quoi ? Alors, je l'ai sensibilisé sur ces enjeux de paysage et sur la nécessité de pouvoir construire avec l'ensemble des acteurs du canal une gouvernance qui soit très soucieuse à la fois de la vie culturelle du canal, parce que c'est un des sujets importants qui reste à construire, et aussi de la question de la protection, de la préservation. C'est une co-responsabilité que l'État et les collectivités et l'ensemble des acteurs du territoire doivent partager ensemble. Dernière question. Franchement, vous êtes inquiet pour le classement, pour l'inscription du canal ou pas? Pour la conservation de son inscription, il faut toujours être vigilant. Je pense que je parlais de responsabilité, c'est un patrimoine dont on a hérité et toutes les actions qui peuvent être entreprises aujourd'hui pour le conserver et le transmettre dans l'état qui est le sien sont très importantes. Donc inquiet, non mais très vigilant sur la suite. Merci Philippe, merci. On va tout de suite retrouver Anne-Sophie avec une libraire qui est installée ici dans ce magnifique hameau du Sommail. Bonjour Nelly Gourgue. Bonjour. On est ici au Trouve-Tout du livre. C'est une étape que beaucoup de plaisanciers connaissent parce qu'ils adorent venir farfouiller ici dans les rayons de ces livres d'occasion. Racontez-nous l'histoire de cette librairie. Elle est digne d'un bon roman. Ça a commencé avec votre papa dans les années 60 avant d'arriver ici. Oui. Alors en 1960, mon père arrive à Paris. Il installe un service de recherche de livres en tout genre avec un standard téléphonique. Il monte une première petite librairie à Paris. Ensuite, on s'expatrie dans l'Oise et 7 ans plus tard, nous arrivons donc en 1980 ici au Sommail. Et pourquoi ici? Alors, parce que ça a un charme fou, le Sommail. Mon père étant à Méridional, il désire retourner dans le sud de la France. Et puis, ici, quand on arrive au Sommail, il y a tout à créer, tout à faire, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et puis, il y a surtout cet immense entrepôt. Oui. Qui servait à stocker des marchandises et qui tout à coup permet d'exposer tous ces livres. Voilà, c'était une maison qu'on cherchait depuis très longtemps, suffisamment grande pour nous recevoir, nous et tous les ouvrages que nous avions à ce moment-là. Mais à l'époque, le canal du Midi n'est pas du tout fréquenté. Qu'est-ce qui a beaucoup changé? Vous avez commencé à travailler à 15 ans dans la librairie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Alors, le Sommail s'est développé petit à petit au cours des années. Il faut savoir qu'en 1980, il n'y avait que des Anglais sur le canal, la seule compagnie étant anglaise. Et ensuite, ça s'est démocratisé, ça s'est modernisé. Les restaurants ont ouvert, des galeries de peinture, une auberge épicière, voilà. Et puis, le monde est arrivé, de plus en plus nombreux, de plus en plus désireux de découvrir ce cadre. Alors, ils viennent vous demander toutes sortes de choses. Quels sont le type de demandes qu'on vous fait ici à la librairie? De toutes sortes. Vous avez des historiens, vous avez des auteurs, des conférenciers, des collectionneurs en tout genre. Quel type d'ouvrage particulier on vous demande, puisque vous êtes le Trouve-Tout du livre? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a demandé d'insolite? Des choses rares en général, hein, des moutons à 5 pattes un peu. Et puis des collections, ça peut être vraiment tout style. Vous avez un passionné de Jeanne d'Arc, je crois, qui achète tous les livres qui parlent de Jeanne d'Arc. Oui. Un client qui cherche tout sur les échecs. Il y a combien de livres ici en tout? 32 000. Exposés. Et puis il y en a autant dans la réserve qui est, il y en a beaucoup aussi, qui est derrière. Et alors parmi les pépites qu'on peut trouver, par exemple, ce livre sur le canal du Midi, il date de quand? Alors c'est un guide du voyageur de 1853 avec sa carte dépliante. Ah, voilà, on va regarder la carte. Voilà, qui indique tout le tracé du canal du Midi, donc de Toulouse à Sète.
Et il y a des petits conseils dedans pour faire évidemment le voyage à l'époque du 19e siècle, j'imagine. C'est ça. Bon, vous ne les lisez pas tous. Avec les écluses, tout le travail de... Vous ne les lisez pas tous, les livres, Ah non, j'imagine. non, je ne peux pas. Non, je n'ai pas suffisamment de temps. Bon, ben nous, on va prendre un peu de temps pour le découvrir, mais en attendant, on va aller faire un petit tour du côté de l'écluse de Villepinte, rencontrer Joël. Il est éclusier, c'est l'un des rares qui reste sur le canal du Midi. Merci beaucoup, Nelly Gourde. Je vous en prie. Depuis son enfance, Joël vit au bord de l'eau. Le métier d'éclusier, c'était pour lui une évidence. Il a commencé en 1975. Comme mes grands-parents et mes parents étaient éclusiers, donc c'est ce que j'ai voulu faire comme eux. Parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, que j'aimais beaucoup, quoi. Et toujours d'ailleurs, on s'en lasse pas. Il y a beaucoup de cyclistes, de promeneurs, il y a toujours quelqu'un, on n'est jamais seul pour ainsi dire. Et il y a la nature avec les oiseaux. Ouais, je te reçois, René. Ok, reçu. Il vient de m'annoncer un bateau. Il va falloir que je vide mon sas parce qu'il est pratiquement plein afin de pouvoir rentrer le bateau. En France, les éclusiers ont peu à peu été remplacés par des systèmes automatisés. Sur le canal du Midi, on en trouve encore une centaine. À cette saison, en moyenne, 20 bateaux par jour franchissent l'écluse. Cette fréquentation peut doubler l'été, avec en majorité des plaisanciers amateurs. Il faut être vigilant, surtout sur les bateaux de location. Ce sont des personnes qui ne sont pas professionnelles. Donc ça peut être quelquefois un peu dangereux s'ils ne font pas attention. En plus de la mécanique, Joël doit aussi assurer la sécurité des personnes. Voilà, doucement, hein. Lâchez, monsieur. Allô. Allô. Le temps de la descente ou de la montée, c'est aussi du temps pour échanger avec les plaisanciers. Merci beaucoup. Avec plaisir. Chaque fois, j'apprécie de voir leur mouvement, c'est magnifique. C'est très bien. Comme je dis, si j'avais connu ça plus tôt, je l'aurais fait. Assez relax. Après 40 ans de métier, Joël a pris le rythme de son canal. Logé dans sa maison de fonction à quelques mètres de l'eau, il ne décroche jamais vraiment de son écluse. Entre deux passages, il entretient les extérieurs. La retraite, j'ai à peu près encore 4 ans à faire. Vous n'êtes pas pressé? Verra. Non, je ne suis pas du tout pressé. Au contraire, on a le temps. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a un attachement par rapport à... Moi, je suis très attaché au niveau du canal et tout. Puis j'adore mon métier. C'est pour ça que j'ai le temps. Notre périple sur le canal du Midi continue. Nous avons quitté le Sommail. Nous sommes maintenant à Port-Iragne, entre Béziers et Sète. Et nous avons franchi des ouvrages majestueux du XVIIe siècle. Le tunnel de Malpasse, les 9 écluses de Foncéragne, le pont-canal de Béziers sur l'Orbe. Et là, nous avons embarqué sur une péniche, le Tourmente, et non pas la Tourmente. Anne-Sophie est avec Jean-Marc Samuel qui milite pour le retour du transport de marchandises sur péniche. Bonjour Jean-Marc Samuel. Bonjour. Bon, tout le monde vous appelle Sam. Vous êtes connu sur le canal comme l'un des nouveaux mariniers. Ça, c'est un métier qui a complètement disparu. Donc sur le canal du Midi, il y a évidemment beaucoup de pilotes, de gens qui sont largement aussi qualifiés que moi et même plus. Donc le travail de piloter un bateau, ça existe toujours. Après, le travail de piloter un bateau de marchandises, c'est le même qualification, mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y en a plus sur le canal de gens qui conduisent des bateaux de marchandises. Il n'y en a plus depuis les années 90, pour quelle raison? La raison principale, c'est qu'on a privilégié la route à tout prix en termes de développement autoroutier, de développement routier, nouveau fonctionnement des entreprises. Bref, on a voulu accélérer la vitesse de transport de marchandises. Et on a tout focalisé les investissements et les objectifs sur la voie routière, sur la route. On a abandonné complètement le développement et la recherche et tout ce qui aurait pu faire que le canal se développe.
n'a rien fait, on l'a laissé faire. Alors vous y croyez à nouveau aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit, sur votre bateau, vous êtes en train de transporter des balles de carton. C'est ça, on va les emmener jusqu'où là? Tout à fait, c'est des balles de carton pour le recyclage. On les a chargées donc à Roubia, dans l'Aude, qui proviennent d'une entreprise, d'une association de réinsertion où on fait le collectage du carton. Ça s'appelle MP2 Environnement, il faut que je les cite parce qu'ils nous ont fait confiance. Et on l'emmène jusqu'au Pontet, à une papeterie qui va les reprendre et les recycler, en refaire du carton neuf. Donc on va prendre une partie après du canal du Rhône à 7, on va continuer après le canal du Midi. Voilà. C'est un test que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous voulez montrer? C'est un test pour voir déjà si on trouve la marchandise, voir comment on peut la charger, comment on peut la décharger, estimer quelle quantité on peut transporter et mettre des chiffres à côté, des coûts, et essayer de voir si c'est rentable, si c'est économiquement viable de faire ce transport. À partir de ce test, aujourd'hui on ne transporte que 40 tonnes de papier, on pourrait en transporter 80 ou 100. Donc ça, c'est ce qui va être discuté à la fin de ce test. Mais c'est forcément plus cher parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout les infrastructures pour acheminer les marchandises sur le bateau et les récupérer. Ce qui est plus cher, effectivement, ce sont les manœuvres de pré- et post-acheminement, comme on dit, c'est-à-dire les manœuvres d'approche, comment on fait pour amener la marchandise jusqu'à la voie d'eau, parce que c'est rare que les entreprises aujourd'hui soient installées à côté de la voie d'eau. Donc ça a un coût que je supporte, et ça me permet justement de sensibiliser les pouvoirs publics et la collectivité. Est-ce que vous ne voudriez pas éventuellement investir un petit peu sur ces infrastructures, à moindre coût, pour permettre la relance de ce transport fluvial? Alors au 19e siècle, on va rappeler quelques chiffres, il y avait 100 millions de tonnes qui étaient transportées sur le canal du Midi, 100 000 passagers. Aujourd'hui, vous voulez relancer ça, est-ce que c'est pas quand même un petit peu utopique? Non, le mot utopique, il ne faut surtout pas l'employer. C'est un petit peu comme un autre journaliste qui me demandait « Alors, vous rêvez de refaire du transport sur le canal du Midi ?» Non, je ne rêve pas. Je réfléchis, je regarde, je compte, j'essaye, et après on voit si c'est jouable ou pas. C'est pas une utopie. L'idée n'est pas de revenir à ce qui était il y a seulement 30 ans, 40 ans. En 70, c'était le pic du transport sur le canal du Midi et sur les voies navigables de France. C'est pas avant-hier, c'est hier. Donc ce qu'on aimerait voir, c'est avoir un domaine partagé entre du loisir et du tourisme aujourd'hui qui s'est développé, et en plus un transport qui a une haute valeur environnementale, sociétale, que tout le monde plébiscite. Et c'est compatible ça avec tous les touristes que l'on croise, tous les plaisanciers sur le canal? Écoutez, à chaque fois que je croise des touristes, ils me font bravo, ils lèvent le pouce. Alors je me dis que je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Non, parce que si vous voulez, là on est sur le bateau, donc on y est 24 heures sur 24, mais quand on est sur la berge, on passe et après on s'arrête, il n'y a plus personne. Si vous voulez, même s'il y avait 10 ou 20 bateaux comme celui-ci qui naviguait sur le canal, ça ne générerait pas d'engorgement. Je signale quand même qu'il y a aujourd'hui, à peu près sur la partie la plus fréquentée du canal, on va dire entre Agde et Carcassonne, une vingtaine de péniches de ce gabarit-là. Donc la même taille, la même profondeur, les mêmes pilotes professionnels qui naviguent actuellement sur le canal. Ils ne transportent pas de la marchandise, ils transportent des passagers. Donc il y a déjà cette cohabitation. Donc on peut en tirer des leçons pour un éventuel retour de transport de marchandises. Mais ça n'est pas incompatible du tout. Merci beaucoup Sam. Justement, on va parler des plaisanciers et de tous les visiteurs sur le canal du Midi. Ils sont près d'1,5 million chaque année. Alors remonter le canal du Midi, ça reste un rêve pour beaucoup. Et on va partager un petit bout de ce rêve avec eux. Du transport de vin au tourisme, l'économie du canal s'est transformée au fil des siècles. Bon, mais bienvenue. Merci. On a déjà commencé à marcher. Fraîchement arrivés de Paris, Charlotte et Antonin se préparent à vivre une nouvelle aventure. Arrivé au seuil de Naurosa, c'est du chemin de halage, pas quasiment jusqu'au bout. Donc là, il faut être un peu plus prudent, et notamment à partir de Marseillette. De Toulouse à Agde, ils vont pédaler 5 jours le long du canal du Midi. Un voyage qui leur a été conseillé par une amie. C'est notre moyen de déplacement à Paris, mais on n'a jamais fait de cyclotourisme sur plusieurs jours. Donc ça, pour le coup, c'est une première fois. J'ai envie d'être sur un vélo et me déconnecter un peu de tout actuellement. Oui, donc c'est aussi l'idée d'être dehors et d'être sans aucun point de contact. Cette formule itinérante, c'est un concept en plein développement. En aller simple, Sébastien se charge de rapatrier les vélos, voire d'acheminer les bagages. C'est un peu du slow tourisme. C'est profiter, prendre son temps, ne serait-ce peut-être une demi-journée de vélo, visiter à côté. Et ça se développe de plus en plus parce que c'est vraiment passer des vacances en nature de façon originale. Avec une quarantaine de kilomètres par jour et toujours le canal à l'horizon, le couple va pouvoir apprécier l'évolution des paysages.
L'envie d'évasion, de dépaysement, c'est aussi ce qui a motivé ces touristes américains à embarquer sur une croisière itinérante. The next town is. There is no town here. We're in the middle of nowhere. We're in the vines. Oh, so we're just in the countryside. Depuis 17 ans, Mathias organise des croisières haut de gamme sur son bateau, l'Espérance. C'est le dernier pinardier du canal reconverti en péniche hôtel. 4 membres d'équipage à bord, incluant un repas gastronomique, jacuzzi et chambre luxueuse. Coût 3 à 5 000 € par semaine et par personne. Ce que je cherche pour les vacances, c'est d'être capable de me relaxer, de profiter de la nourriture et du vin. C'est certainement les vacances les plus relaxantes qu'on ait jamais eues, n'est-ce pas? Ces péniches hôtels, on en compte une quinzaine sur le canal. C'est grâce à l'arrivée des touristes étrangers que l'économie du site a survécu. Au départ, on avait essentiellement des Américains. Au moins 90% de notre clientèle était américaine. Et maintenant, depuis les 5 dernières années, il y a beaucoup plus d'Européens. On a de plus en plus de Français qui sont assez adeptes de notre concept de croisière. Aujourd'hui, 80% des touristes sont étrangers. Sur l'eau, à vélo ou à pied, le succès du canal est international. Son trafic est même 4 fois plus dense que celui de la Seine. On est bientôt au terme de notre émission. Nous sommes à Vias, sur les ouvrages du Libron, un endroit unique au monde. Philippe Calas, bonjour. Bonjour. Vous êtes un passionné du canal. En quoi cet endroit est magique? Alors, cet endroit est magique et unique au monde, hein, comme plusieurs ouvrages sur le canal du Midi. Parce que le croisement de ce ruisseau, le Libron, qui a un caractère torrentiel avec le canal du Midi, a posé des problèmes qui ont amené les ingénieurs à inventer un dispositif vraiment très particulier, assez impressionnant d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Parce que nous sommes tellement près du niveau de la mer qu'il n'a pas été possible de faire passer le canal par-dessus le Libron. Donc on a imaginé comment faire passer le Libron par-dessus le canal du Midi. Alors vous êtes instituteur à Port-Iragne, oui, c'est ça. À quelques kilomètres d'ici. Et la première fois que vous avez découvert le canal, c'était avec votre maman, elle aussi institutrice. Vous aviez 10 ans et vous vous en souvenez, ça vous a marqué? Oui, ça m'a marqué. C'était un voyage scolaire qui était donc dans les années 75-76. Et donc le canal du Midi à cette époque-là, il n'était plus le transport à passagers, c'était le tout début du tourisme fluvial. Il y avait vraiment très peu de sociétés qui s'occupaient de transport de passagers. Et donc on a fait le voyage scolaire, c'était une promenade en bateau de location sur le canal du Midi et c'était vraiment une expérience fantastique. Ouais. Et depuis, vous avez parcouru le canal maintes et maintes fois, en vélo, en bateau. Quel est votre endroit préféré et comment bien découvrir le canal? Alors, mon endroit préféré, il y en a plusieurs parce qu'il y a des sites qui sont magiques, comme le Sommeil par exemple. Il y a des endroits qui sont vraiment très particuliers du fait de leur environnement, comme le tunnel du Malpasse, qui est un ouvrage unique c'est le premier tunnel fluvial qu'on ait réalisé au monde. Et en même temps, il y a un oppidum, il y a la voie domitienne, il y a divers tunnels qui se superposent. Il y a des légendes aussi autour du site et qui font que c'est un endroit vraiment que j'affectionne particulièrement. Et quels conseils vous donneriez à ceux qui ont envie de découvrir le canal du Midi sur un bateau, à vélo, en randonnée? Il faut y venir, le canal, l'expérience en bateau et en vélo sont différentes. Complémentaires? Oui, complètement, oui, parce que sur un bateau, on va se mettre dans le rythme du bateau, hein, 8 km/h grand maximum, et apprécier les paysages. À vélo, c'est un peu plus sportif, mais en même temps, on est au plus près de la nature, et les deux vont permettre de découvrir un environnement avec des animaux, avec des paysages, les vignes, puisque le canal quand même traverse le Languedoc. Et donc des territoires qui sont tous de caractère. Et alors vous avez vraiment le canal dans le sang puisque vous avez écrit plusieurs livres sur le canal du Midi. Vous avez un site internet depuis 1999, 1 900 000 visiteurs qui s'appelle canalmidi.com. Et vous allez repartir d'ailleurs avec des enfants pour découvrir pendant 3 jours le canal. Et demain, avec les 25 élèves de ma classe de CM2, nous partons pendant 3 jours sur le canal à vélo, un peu en bateau, du camping, une nuit sur une péniche, quelque chose, je pense, qui va leur rester aux portes de la 6e et puis pour partir vers d'autres cieux. Vous êtes dans la transmission. Merci de nous avoir fait partager votre passion. Philippe Calas du canal du Midi. Dernière escale, on va retrouver Anne-Sophie sur les bords de l'étang de Thau,
au bout du canal. Ça y est, c'est la fin de notre périple. Nous sommes arrivés à Marseillan, au bord de l'étang de Thau, juste en face de la ville de Sète. Nous sommes ici au port des Onglouts et c'est là que les eaux du canal se mêlent à celles de l'étang de Thau avant de rejoindre la Méditerranée ou de partir vers le Rhône via le canal du Rhône à Sète. Oui, nous avons fait de belles rencontres tout au long du canal du Midi. J'espère que nous vous aurons donné envie de venir découvrir ce canal. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur France 3.